Cette semaine à Info TV Laval, un show de, vous l'avez deviné, Noël avec Dr Valérie Ouellette ainsi que Pacha le chat. Nous avons Rarès Bourlaco avec le bilan de l'année en politique. Nicolas Vincent Poirier nous parle de Aquaman et Bumblebee. Brigitte Carrière de chez Bosch Santé vient nous parler d'obésité. Jean-Jacques Lapierre avec son invité nous parle de son parcours. Alex Adou nous parle des vices cachés dans l'achat d'une maison ainsi qu'un tournage extérieur des insulaires microbrasseries par Cybèle Olivier. On y va? 4, 3, 2, 1. Pour la dernière de la saison, Dr Valérie Ouellette, ça va bien? Ça va super bien, merci. Avec Pacha, tout habillé pour Noël. Ben oui, Pacha est toujours avec nous. Ben oui, avec sa mascotte petite, officielle. C'est son plateau, faut le dire. Hein? C'est plus le plateau de TV Laval, c'est le plateau de Pacha le chat. C'est vrai qu'il est de plus en plus à l'aise, là, puis il se promène un peu partout. Je l'ai jamais vu mal à l'aise, honnêtement, mais... Ça fait, ça fait. Alors, cette semaine, de quoi tu me parles? Ben oui, ben tout d'abord, Pacha est venu avec son petit collier de Noël parce que je voulais vous parler de Noël. C'est une fête là, où est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'ingestion de soit des guirlandes par les chats, des boules de Noël que les chiens mangent. Des glaçons, ça existe les encore. Les glaçons, ça, il faut s'en débarrasser. Oui, ça, hein, c'est très dangereux pour les enfants, mais aussi les animaux, ça devait être problématique. Donc, il faut faire super attention, être super vigilant à la maison. Vos invités qui laissent de la nourriture par terre, sur les tables, votre chien peut manger ça, les chocolats aussi. Donc, le chocolat, ça, c'est vraiment à proscrire. Hein? Oui, c'est vraiment, on pense que c'est inoffensif, c'est pas tant le sucre que dedans, il y a vraiment un c'est élément... le cacao. Le cacao. C'est le cacao qui est à l'intérieur. Donc, plus le taux de cacao va être élevé, comme les chocolats noirs, plus c'est toxique pour le chien. Mais est-ce qu'ils sont attirés par ça, olfactivement? Ben oui, ils sont attirés. OK, c'est sûr, sont donc attirés. c'est vraiment comme un poison pour eux. Donc, à éviter. Exactement. À Et puis, si on veut éviter l'embonpoint chez l'humain, à éviter aussi. Effectivement. Parfait. OK. Et puis, quel autre cas problème est-ce que tu vois souvent? Ça va être de manger des trucs sur le sapin autour, des décorations principalement? Oui, surtout les décorations de Noël. Même les chats, là, ils aiment manger des guirlandes. Les chats aiment tout ce qui est filament, les fils, la couture, tout ça. Donc, les guirlandes, c'est un peu le même principe. Moi, chez nous, j'utilise plutôt des guirlandes qui ont des petits objets dessus. Tu sais, c'est comme c'est plus gros, là, le chat, il va pas manger ça. Ça fait moins de traînerie à ramasser après. Donc, c'est le genre de truc qu'il faudrait plutôt acheter. Puis faire attention, là, si votre chien ou votre chat est toujours dans le sapin, bien peut-être c'est pas une bonne idée, là. Le sapin. Veillez, le sapin, là, ou veillez à le mettre dans un endroit avec une porte fermée, là, pour que quand on n'est pas là, il n'y ait pas d'incident. D'accord. Et puis, on va y aller avec d'autres cas, peut-être qui sortent un peu de Noël, mais quand même des cas qu'on pourrait considérer peut-être anormaux. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas ça, on se dirait ça. On va y aller avec des questions qu'on a reçues sur Facebook. Donc, que tu as reçues à la clinique, qu'on a reçues ici à Info TV Laval. Donc, les comportements curieux ou anormaux que vos animaux de compagnie peuvent avoir. En première position, pourquoi mon chat miaule la nuit? Pourquoi le chat miaule la nuit? Il y a 3 grandes raisons pourquoi les chats miaulent la nuit. Premièrement, ça peut être une chatte en chaleur. Hein? Le typique minou, la nuit, qui miaule, est en chaleur, elle cherche à s'accoupler. Sinon, on a des problèmes de un peu comportement. Si votre chat, à toutes les 4 heures du matin, il miaule, puis là, vous vous levez, vous lui donnez à manger, vous le flattez, qu'est-ce qui se passe? Bien là, lui, il apprend. Moi, à 4 heures du matin, quand je miaule, j'ai de la bouffe. Il vient prendre le contrôle. Bien oui, c'est ça. Fait que là, il vous a un peu manipulé, puis il va continuer à faire ça. Puis sinon, pour les animaux vieillissants, il y a des maladies qui peuvent faire ça. Donc, des problèmes de glandes thyroïdes, des problèmes de vision, problèmes de pression sanguine ou des changements avec le vieillissement au niveau du cerveau, qu'on appelle là, les changements séniles ou les changements cognitifs. Comme chez un humain qui pourrait devenir sénile avec sont un peu mélangés. Certaines capacités qui s'affaiblissent ou qui disparaissent. Oui. Donc, si votre animal, vous êtes inquiet, ça serait mieux de consulter là, pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie en tout ça. D'accord. Après ça, on a une question de Céline. Pourquoi est-ce que mon chien va automatiquement vers les gens qui n'aiment pas les animaux? Ah oui, ça, c'est mon propre chien qui faisait ça quand j'étais plus jeune. Il allait tout le temps voir ma grand-mère, alors que ma grand-mère détestait les chiens, pardon. C'est sûrement parce que les gens qui ne fixent pas les animaux sont perçus comme moins menaçants.
Un peu la communication des chiens, quand on va fixer un animal, c'est perçu comme quelqu'un de plus dominant. Personnalité alpha. Oui, exactement. Donc, la personne qui se retire, ben là, le chien est comme plus intéressé à aller la voir parce qu'elle sent que c'est peut-être son subordonné, qu'elle peut peut-être dominer plus cette personne-là. Oh. Ou bien vous avez juste un chien super gentil qui aime tout le monde, puis qui est après tout le monde, puis on s'en rend plus compte parce que là, la grand-mère, elle aime pas ça, faut l'enlever. Oui, puis là, la réaction est un petit peu plus... C'est ça, est un peu plus intense. D'accord, Ouais. OK. Parfait. Alors, ici, on a René de Hauteuil qui nous demande pourquoi mon chat court et s'agite la nuit. Oui, ça provient peut-être du phénomène des félins qui chassent. Donc, le chat, il dort, il chasse. Est-ce que c'est un animal nocturne? Si dans la vraie... Ben, un si peu, on là, n'avait pas domestiqué le chat, ça serait un animal Ils vont nocturne? souvent chasser à la tombée du jour, puis très tôt le matin. Donc, si votre animal avait rien à faire durant la journée, ça se peut que ces gros moments d'hyperactivité soient dans les moments de chasse qu'on verrait chez les grands félins. D'accord. Donc, c'est ce que je pense qui peut être à l'origine de OK. ce trouble-là. Parfait. Avant-dernière question, rapidement, il nous reste 2 minutes. Donc, on a Gilles de Saint-François qui nous demande pourquoi mon chien creuse des trous dans la cour? Hein? Parce qu'il aime ça. Simplement. C'est aussi simple que ça. That's Il aime it. ça. Quand il creuse, il aime ça, il devient content, ça l'excite. Fait qu'il continue. Fait que c'est un renforcement positif pour lui-même. OK. Il faut juste l'arrêter. Il faut juste l'empêcher. Votre chien dehors dans le cours, là, il doit être supervisé à 100 du temps, sinon il va continuer à creuser. Peut-être lui apprendre où creuser, cacher des trucs, dire « là, tu as le droit, fais-les, on va t'encourager à le faire, mais le superviser pour pas qu'il creuse ailleurs. » D'accord. Et dernière question, on a Gisèle de Duvernay qui nous demande, c'est un petit peu plus vague comme question, mais quand même, pourquoi mon chat vomit? Ouais. Donc, ça semble être fréquent. C'est tellement fréquent. Puis le monde va dire ouais, c'est normal, mon chat, il vomit tout le temps. Non, c'est pas normal. Un chat devrait pas vomir. C'est sûr que s'il vomit une fois par mois, bon, on va se dire la boule de poil, OK, fine. Mais au-delà de ça, c'est vraiment problématique. Qu'est-ce qu'on voit le plus souvent en clinique? Ça peut être des intolérances alimentaires. Donc, il digère pas bien sa nourriture. Il peut avoir des problèmes de pancréas. Il y a vraiment multiples possibilités. Des problèmes de motilité digestive. C'est pour ça qu'il accumule toutes ces boules de poil. OK. Donc c'est ça mieux de pourrait être consulter. autant des trucs qui sont très faciles à gérer, Ouais. que ça serait peut-être juste de mettre le bol un peu plus haut, Changer la nourriture, ouais. ou d'autres trucs. Investiguer. Investiguer. Ouais. Ça dépend de la situation. Parfait. Bien, écoutez, messieurs, mesdames, voilà vos questions remplies et répondues. Et si vous avez d'autres questions, info@tvrl.ca. Voilà. Donc, un gros merci. Joyeuse fête. Pacha est déjà parti pour le party du jour de l'an quelque part. Ah, il est ici. Alors, joyeuse fête. Puis on se retrouve en 2019, on l'espère. Merci à vous. Merci. Pour la chronique cinéma du temps des fêtes, mesdames, messieurs, les blockbusters de cet hiver, Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Salut! Alors, cette semaine, tu nous parles de 2 films qui seront à l'affiche, dis-je bien, pour la période des fêtes. 2 films qui sont relativement attendus. Donc, on va commencer avec le premier, Aquaman. Aquaman. On sort un super-héros fin des années 60, début des années 70. C'était une bande dessinée. Ouais, un super-héros de DC, c'est pas le plus populaire, mais bon, il fait partie de la Justice mythologie League. DC. Donc, tu sais, c'était une bonne idée de... Il faut que DC veut copier Marvel, donc ils sont obligés de sortir Une panoplie. une panoplie de films avec leurs super-héros. Et vu que, bon, tu sais, Justice League, le film n'a pas très, très bien marché, DC au cinéma, c'est pas... C'est pas aussi fort que Marvel. Non, du tout. Ils ont trouvé une bonne recette avec Wonder Woman. C'est un film que, personnellement, j'ai adoré. Oui, qui était surprenant. C'est surprenant. J'ai très hâte de voir le prochain. Et cette fois-ci, bon, avec Aquaman, jusqu'à date, les critiques sont bonnes de ce film-là. L'appréciation des gens, écoute, c'est un des meilleurs films de DC jusqu'à date. C'est sûr que la plupart des films de DC, c'est pas incroyable, disons, si on les compare à d'autres, là. Mais bon, Aquaman, on l'a vu un petit peu dans Justice League, et bon, c'est un personnage qui est, bon, moitié humain et l'autre moitié... C'est un peu un personnage mythologique, un peu C'est comme ça. dans la Grèce antique et Atlantide et des histoires d'il y a 2-3 000 ans. Exactement. Sa mère, elle vient d'Atlantis, et son père, bon, c'est un humain, si je me rappelle bien. Et bon, il va devoir... tu sais, c'est un film où on va découvrir un peu le personnage. DC fait vraiment l'inverse de Marvel. Marvel,
sort des films, on découvre les personnages. Après ça, les personnages se ramassent ensemble dans des films comme Avengers. Dans ce cas-ci, c'est l'inverse. C'est On l'inverse. les montre au début avec d'autres et là, on montre leur histoire par la suite. Et ce film-là, c'est un film de James Wan. James Wan, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait le premier Décadence, ça, en Ouais, 2004. l'original, le L'original. classique, maintenant classique. Exactement. C'est un petit film qui a coûté $1 million et qui a rapporté plusieurs centaines de millions à Son travers compte avec le les monde. franchises, toutes les valeurs ajoutées, c'est incroyable. C'est ça. Tu sais, lui, James Wan, il est capable de faire des miracles avec très peu de moyens. Insidious, le premier, qui a coûté à peu près $1 million aussi. Conjuring aussi, qui a coûté un petit peu plus Ça, cher. c'était très bon. C'est toutes des réalisations à lui. Et après ça, il s'est lancé dans des gros films lorsqu'il a réalisé un des Fast and Furious, celui où Paul Walker décède, justement. Ça a été sa C'est- porte d'entrée dans le Hollywood mainstream zone. Oui, bien, il était déjà dans le mainstream, Hollywood, dans le ouais. Hollywood. Mais ça, vraiment, écoute, la pression qu'il a eu sur ses épaules, avoir un budget de, c'était 200 quelques millions pour faire ce film-là, plus la mort de la vedette. De la vedette, ben oui. C'est énorme. Et là, bon, ça a très bien marché. Et là, on a droit à Aquaman avec entre 160 et 200 millions de dollars de budget. Et c'est une... Pour moi, c'est pas une bonne idée, la même fin de semaine d'Aquaman, sortir Bumblebee. Oui, ça, c'est le deuxième film qu'on se doit de parler. Là. Bumblebee, si on y va avec les histoires, les Transformers, qui sont les robots venus de l'espace qui se transforment en divers objets. Bumblebee, c'est un des personnages principaux de la franchise. La petite coccinelle jaune au départ dans les années C'est 80, ça. maintenant qui est devenu un modèle quelconque de Chevrolet, je me rappelle plus. Donc, mais toujours jaune, toujours un robot sympathique qui parle pas, qui fait juste émettre des bruits. Donc, cette fois-ci, on revampe la franchise. Oui, parce que à la fin, c'était... ce qu'on peut dire que c'est du grand n'importe quoi, Transformers. J'ai jamais compris c'était quoi l'histoire. Je comprends qu'il y a des gentils, il y a des méchants, Donc, mais je le comprends que reste... t'étais pas fan à l'origine. Et j'ai aimé les bandes dessinées, ouais. les cartoons quand j'étais jeune, mais les films de Michael Bay... Sont moins étaient- moins Écoute, pour moi, c'est un petit peu mélangeant. C'était jamais très, très clair. Autant, qu'est-ce que c'était l'histoire, surtout le dernier, que visuellement, ce qui se passait à l'écran. Les robots, avec tous les détails, des fois, c'est mélangeant visuellement de C'est voir... vrai que c'est difficile à analyser parce que c'est des formes qu'on n'a jamais vues, un écran ultra géant, on s'entend. Ça peut Oui. être un peu dur à suivre pour certains. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un spin-off, un soft reboot, c'est-à-dire qu'on veut pas nécessairement Un des effacer- personnages de C'est la ça, on filiale les- originale, puis on se passe sa propre petite filiale. C'est ça. Et on regarde qu'est-ce qui se passe avec ça. Si ça se passe bien, on fait d'autres films Bumblebee. Et c'est le premier de la série qui n'est pas réalisé par Michael Bay. Et c'est le premier de la série à avoir un tout petit budget de, je crois, c'est dans les 140 millions de dollars de budget. C'est 140 millions 140, dans les budgets 160, de c'est- Transformers comparativement qui ressemblent à quoi? à 190 millions, si je me rappelle bien, pour le moins cher de la série. Donc, c'est le moins On fait cher un de la bon gamme. test, disons. On fait un bon test. Mais que ces deux films-là se ramassent en même temps dans leur première fin de semaine de sortie. C'est intentionnel. C'est Ces pas- dates-là sont spécifiques, les dates oui, oui. des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement chrétiens ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de juifs qui remplissent les salles de cinéma partout à travers le monde pendant le 24-25 décembre. Puis, Oui, mais c'est... beaucoup de gens qui ne célèbrent pas, puis que pour Mais eux, c'est un très bon temps Ouais. pour sortir ce genre de film-là. Tout le monde Mais est en tu sais, congé. Pendant la même fin de semaine, sortir deux films où on veut faire des franchises à partir de ça, c'est pas une bonne idée, surtout avec le même type de public. Je Tu crois que le public de Transformers et le public de Aquaman seraient les mêmes? Il y en a un qui est comme un petit peu plus comme fantastique féerique, l'autre c'est un petit peu plus cybernétique, un petit peu Ouais, plus mais Bumblebee, science-fiction. le visuel est très différent du reste des Transformers. Le reste des Transformers, ça avait l'air, bon, de la grosse... gros film beaucoup de science-fiction, beaucoup de CGI, beaucoup... Ouais. ben, évidemment, les Transformers, c'est du CGI, mais tu sais, Ben si oui. on regarde Bumblebee, c'est plus... il y a moins... Il y a l'air d'avoir moins de Transformers. C'est beaucoup plus basé sur la relation entre Bumblebee et celle qui va le trouver. qui est la jeune Hailey Charlie Stein- dans le film. C'est ça, Hailey Steinfeld.
sais, donc, je ne pense pas du tout que Bumblebee va aller dans la même direction que les autres Transformers, même que Michael Bay s'est fait critiquer pour la réalisation et l'histoire des autres. Ça m'étonnerait beaucoup Qui s'implique dans celui-là. Ben, celui-là, il l'a produit, mais donc, il a mis la fondation monétaire pour que ça se fasse. C'est ça. Mais c'est pas lui qui le fait. Il a trouvé ce qu'il faut pour faire le film et il a laissé d'autres personnes que lui s'arranger avec le reste. Et je pense que c'était une bonne décision. OK. Entre les deux, lequel vas-tu voir le... Moi, c'est Aquaman. Aquaman en premier? Moi, je pense vraiment que Aquaman a un bon potentiel. Et même James Wan, pourquoi il a réalisé Aquaman, c'est un challenge pour lui parce que DC a donné le choix. Ils ont dit, tu veux-tu faire Aquaman, veux-tu faire Flash? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu penses, tu y vas avec le choix passion, tu penses que ça va être ça. Et puis, au niveau des recettes, Bumblebee, Aquaman, ça reste à voir. On le voit la saison prochaine. Merci. Je te souhaite un excellent temps des fêtes. Moi aussi. Et puis, on se revoit en 2019, si Dieu le veut. En cette période des fêtes, les abus de toutes sortes sont presque prérequis. Et puis, pour éviter d'avoir des petits regrets quand viendra la nouvelle année, on a invité Brigitte Carrière, chef des ressources humaines chez Santé Bosch. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Merci de venir nous rencontrer pour nous parler d'obésité. Donc, vous n'avez pas encouragé l'obésité, vous n'avez pas nous dire « Hey, bourrez-vous la face en temps des fêtes ». C'est le temps, mais en même temps, vous avez souligné de belle façon le 11 octobre dernier à Laval avec une marche avec le maire de Laval et tout, la Journée internationale contre l'obésité. Donc, parlez-nous de vos activités parce que là, c'est des événements qui se sont passés au mois d'octobre, mais qui sont récurrents. Et puis, vous êtes en activité sur le territoire lavallois depuis un certain temps, puis ça s'en va. On a de plus en plus besoin de vous, bref. Oui, la Journée nationale ou mondiale de l'obésité, c'est un premier événement pour nous que l'on faisait. Vous savez, 99 des gens qui souffrent d'obésité n'ont pas de traitement. Donc, ils sont aussi mis un petit peu à côté au niveau de la société. C'est une maladie qui est chronique. Ce qui fait que nous, on vient de lancer un produit au niveau de l'obésité pour la gestion du poids. Donc, on trouvait que c'était important de rallier tous nos employés en arrière de cette cause-là à travers le Canada. On a environ 1000 employés à travers le Canada sur 3 sites, 2 sites de fabrication et des sites commerciaux. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte et on a fait une marche. Les employés, naturellement, qui ne sont pas basés physiquement dans des entreprises, ont aussi cumulé leurs kilomètres. On a fait 1600 kilomètres, donc environ 25 de la distance du Canada. C'est un premier événement. C'est en lien aussi avec notre mission, la santé au niveau des Canadiens. Parlez-moi justement de la mission. Exactement. Donc, on a un but comme entreprise, c'est d'améliorer la santé des Canadiens. Donc, on est en dermatologie, en gastro-entérologie, en soins de la santé, des yeux. Également, nous sommes en tablette quand on va en pharmacie et au niveau esthétique. Exactement, et niveau esthétique médical aussi. Programme de bien-être au travail aussi. Donc, tout ça s'englober dans une approche où on essaie de parler de santé, mais santé physique, mentale, physiologique et aussi financière. Parce que vous avez une approche holistique à la gestion du poids et de l'obésité. Donc, on ne parle pas d'une pilule miracle, on parle vraiment d'une gestion. Il n'y a aucune pilule miracle qui existe sur le marché. En tout cas, il y a beaucoup de pilules, mais aucune ni miracle. Ni de remède non plus. Donc, si on vous en promet, méfiez-vous. Donc, oui, au niveau de l'obésité, c'est toujours aussi une approche de gestion de santé. Donc, on parle de plusieurs plans ou c'est OK, on focus juste sur la nourriture? Comment ça fonctionne? Non, c'est ça. Souvent, les gens disent, bon, mais mangez moins et bougez plus. Ça, c'est la loi mathématique. Exactement, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est physiologique aussi. C'est un problème qui est physique, a besoin d'être médicamenté. Donnez-moi un exemple que vous voyez typiquement. Donc, moi, personnellement, je ne m'occupe pas des patients directement. Mais en général, dans l'entreprise, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on voit, c'est des gens qui sont malheureux, qui sont mal informés, qui n'ont pas de ressources non plus, ne savent pas où se tourner. Alors, nous, on a des programmes aussi d'accès aux patients où les gens peuvent appeler, se faire informer, se faire aider, se faire seconder, se faire supporter, parce que ce n'est pas évident de partir dans une thérapie
comme ça. Parce que quand on parle d'obésité, souvent, les gens qui souffrent pas d'obésité ou de problèmes de poids n'y voient que surplus de nourriture, that's it. Exactement. C'est pas ça, là. Ça vient avec autre chose, un bagage qui vient avec une stigmate. Puis il faut être éduqué. Les gens sont vraiment, exactement, c'est au niveau des stigmas ou de la stigmatisation des gens. Donc, c'est ce qu'on essaie de contrer comme entreprise, comme employé également en arrière de ce produit-là et des efforts en général pour aider l'obésité parce que c'est une maladie chronique. Donc, c'est littéralement une maladie, un peu comme l'alcoolisme. Au début, on pensait que c'était juste, bon, écoute, mon oncle Jaco, il aime juste ça, se péter à la face. C'est pas ça. Mais si je peux, c'est devenu, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une pathologie derrière ça. Exactement. Et en termes de personnes, c'est une personne sur 4 au Canada qui souffre d'obésité. Plus que 40 des Canadiens ont un surplus de poids. Wow. Un surplus de poids, mais au niveau obésité, c'est une personne sur 4, donc c'est 6 millions. Donc, c'est plus important que les gens qui souffrent de diabète, de cholestérol, mais ça en vient avec tout ça. Mais ça crée aussi des problèmes. Voilà. Une personne obèse va avoir d'autres maladies. L'espérance de vie va diminuer, bien évidemment, la qualité de vie va diminuer aussi. Et ça peut créer justement des diabètes de type B. Au niveau aussi de l'arthrite, ça peut créer des problèmes de cholestérol, des AVC, l'apnée du sommeil. Oui, parce que beaucoup de gens qu'on entend parler de plus en plus, ils vont faire dodo avec une machine pour les aider à respirer. L'apnée, c'est un problème qui touche beaucoup de gens et qui peut vraiment dérégler une vie, là, autant au niveau mental que hormonal. Absolument. Donc, nous, on fait des efforts justement pour aider nos employés à faire la gestion, une saine gestion de poids et une saine gestion de vie également. OK. Et puis, vous faites partie aussi du World Obesity Federation, qui est une organisation mondiale. Et puis, Journée mondiale de l'obésité a été lancée en 2015 afin de stimuler et d'appuyer la mise en œuvre de solutions pratiques pour aider les gens à atteindre et à conserver un poids santé et pour enrayer la crise d'obésité. Parce que c'est vraiment une crise maintenant. Tout à fait. Si on regarde au Canada, c'est une personne sur 4. Avez-vous des statistiques? Aux États-Unis, c'est encore pire. C'est encore plus, et je pourrais dire même en gestion de poids, parce que ça commence des fois qu'un surplus de poids. On disait 40 mais récemment, en 2017, on a vu jusqu'à 67 au niveau canadien. Et puis, au niveau de la santé, on parle évidemment le diabète et tous les vices et pendants qui peuvent... pendants et advenants qui pourraient survenir, mais au niveau psychologique aussi. Parlez-moi d'une parce personne... que les gens sont mis de côté, ils ont une faible estime de soi aussi. Et les gens portent un jugement. Hein? Les gens c'est très facile de porter un jugement sans comprendre une situation et une maladie. L'étiquette, effectivement, vient très vite. Donc, ça prend des solutions. Il y a des solutions sur le marché maintenant. Rien de miraculeux, mais encore là, c'est une approche qui est globale pour s'occuper de soi. Bien, écoutez, Brigitte Carrière de chez Santé Bosch, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous. Si vous êtes intéressés, les informations sont au bas de l'écran parce que, écoutez, c'est vraiment une crise puis il faut l'enrayer. Exactement. Bien, merci à vous. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Une belle période des fêtes également. Merci. Chronique politique, Rarès Bourlacou, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est la période des fêtes. Les sessions parlementaires se retirent pour les vacances. Sont terminées, effectivement. Se sont terminées, voilà. Et puis, vient avec ça les bilans. On sort les grands papiers, on fait le pour et le contre de qu'est-ce qui s'est passé. Ton bilan à toi, au niveau politique, comment as-tu vu cette fin d'année 2018? Je dirais que c'est la fin d'année, en fait, la première année où, en Québec, depuis un demi-siècle, on a quelque chose de nouveau. On a un nouveau parti politique qui gère les affaires du gouvernement, soit la CAQ. Première fois en un demi-siècle. Première fois en demi-siècle. Je trouve que c'est une première qui mérite d'être soulignée. Il faut la marquer, il faut la commenter, c'est ce qu'on fait. Puis il faut la suivre, effectivement, pour la critiquer là où il le faut. Effectivement. Alors, c'est quand même quelque chose. Je trouve que on était vraiment au croisement des chemins. Puis, on a aussi la montée d'une partie qui a vu son
irruption sur la scène politique et la scène québécoise, effectivement, il y a quelques années à peine. Donc, voilà, c'est une performance. C'est digne de mention. Effectivement, c'est digne de mention. C'est aussi rempli de surprises parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va nous donner encore. Écoute, ces dernières années, en tout cas, je dirais les 2 dernières années en politique, là, on dirait que c'est une boîte à surprises. On ne sait pas quand ça va sauter, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va sauter. Voilà, j'aime beaucoup cette expression, boîte à surprises. Je pense qu'ils vont donner un coup de fouet au Québec. Est-ce que ça va brasser du côté des communautés culturelles, du côté économique également, de la fonction publique, des régions? Est-ce que ce clivage qui existe déjà, il faut l'avouer, entre Montréal et les régions va s'accentuer sous la gouverne de la CAQ? Donc, je pense qu'il y a donc vraiment ça, c'est des dans le questions collimateur pour la suite des choses. Oui, on ne peut pas tirer une conclusion, bien évidemment. Ça fait juste 2 semaines qu'ils ont passé dans la session parlementaire. C'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais on voit quand même des gens comme M. Barrette, le ministre de l'Immigration, Mme Guilbeault, la vice-première ministre, effectivement. Du côté positif, ils ont beaucoup d'aplomb, beaucoup de vivacité dans les échanges. Parlons maintenant au niveau politique international. On va faire un petit bilan de ça aussi. Au Canada, il y a des choses qui ont changé, évidemment, légalisation du cannabis. Oui. Ce qui fout la frousse à nos copains américains, M. Trump. Parce qu'il y en a juste quelques États américains où le cannabis est légalisé. Donc, effectivement. Et puis, il y a eu les frictions avec Boeing, Airbus, le coût des matériaux. Il y a eu vraiment la grosse... On assiste à une montée du protectionnisme. Voilà. C'est intéressant à noter. Et tout récemment, les Chinois avec Huawei. Voilà, vous voyez qu'est-ce qui arrive. Donc, ça veut dire que la compétition économique entre les grandes puissances de ce monde s'accentue effectivement. Ils se donnent de coups à gauche et à droite. Je ne pense pas qu'on est dans un danger significatif pour que la balance de pouvoir entre ces pays ou l'ordre international soit affecté, parce qu'en termes politiques, malgré quelques positions plus dures, je pense que ça existe encore une certaine coopération, collaboration, mais au niveau commercial que, je vous rappelle, vient toujours en second plan. La première chose, c'est toujours les high politics, donc la sécurité et les relations internationales. Après, c'est le commerce, les investissements, l'éducation, relations de la société civile, etc., qui donc joue dans un plan secondaire. Je pense que oui, le plan secondaire a été affecté, a été influencé. Ça pourrait continuer également, mais je ne pense pas que ça pourrait, dans le cadre général, apporter des modifications substantielles pour l'année à venir. Mais il faut l'avouer que cette montée du protectionnisme pose beaucoup de questions. Ça, c'est au niveau international, bien sûr. Au niveau national, si on parle au niveau pan-canadien, qu'est-ce que, selon toi, est le bilan? Parce que là, l'année prochaine, c'est une année électorale. Oui, c'est une année électorale, on va voir. Je ne pense pas que les libéraux se trouvent dans une très bonne position, mais par contre, l'opposition est fragmentée puis encore très, très faible. On voyait à un certain moment le Parti conservateur qui a repris du galon, mais avec le fait que M. Bernier il se désistait puis il a créé son propre véhicule politique, le Parti populaire du Canada, ça a créé un moment de malaise pour le Parti conservateur. Qui voit ses appuis, surtout au Québec, je trouve, puis un petit peu au reste du Canada, s'effriter. Donc, est-ce que, d'après toi, c'est à cause du nouveau chef du Parti conservateur qui a des ressemblances au niveau médiatique à Stephen Harper? On dirait presque un robot pantin préprogrammé, je ne sais pas. C'est une impression personnelle. C'est vrai que sa charisme n'est pas... Son charisme est à -2, je dirais. Ben, encore là. Il y a donc beaucoup de marge à améliorer. Je trouve que
quand même, c'est quelqu'un qui est plus connecté avec la population que Stephen Harper. Donc, il n'ira pas faire les trucs en secret, en Non, catimini, non, comme je le vois quand même une personne assez solide, sauf que, encore une fois, ça va se jouer au Québec, parce que l'Ontario, bon, avec la... C'est encore ici la balance du pouvoir? Oui, je le pense que oui, mais si on fait un calcul statistique, on pourrait se dire que, effectivement, vous vous rappelez, le dernier gouvernement majoritaire de Harper, c'était majoritaire sans que le Québec soit au pouvoir. Donc, ouais, donc ça peut toujours arriver. ça peut toujours arriver. Côté des libéraux, effectivement, comme j'avais dit, je trouve que c'est une année décevante. Ouais. Rapidement, en 15 secondes, parce que la déception est ressentie partout. Là. Partout, ils n'ont pas su créer ce momentum qu'il y avait avant les élections passées, où quand même on voyait l'étoile montante de Justin Trudeau arriver au sommet. Je pense qu'il est sur une pente descendante. Bon, mais écoute, là-dessus, on va manger de la dinde, on va se reposer un petit peu. De retour à la joute parlementaire en 2019. Donc, Rara, je te souhaite des joyeuses fêtes. Merci à vous 2019. aussi, à tout le public qui nous suit à la maison. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Dans le temps des fêtes, on se réunit en famille. N'est-ce pas, Audrey? Ben oui, on voit sa famille, On la voit sa grande famille, visite. on voit des amis. On se bourre la fraise. On se bourre la fraise. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, je pense qu'on aime s'amuser pendant le temps des fêtes. C'est vrai, ça? Oui, ok, Puis oui. quoi de mieux pour s'amuser que de jouer à des jeux en famille ou entre amis? Bien Donc, j'ai sûr. plusieurs suggestions. J'ai fait des petites recherches, puis j'ai trouvé les meilleurs jeux du temps des fêtes pour s'amuser à plusieurs personnes qui vont amuser non seulement les grands, mais les petits aussi. Oh, Hein? les petits, les joyeux et les grincheux. Ouais, là, on Voilà. commence en force avec un incontournable du temps des fêtes, un cadeau. OK, il faut un cadeau. J'ai appelé ça le cadeau surprise. Donc, il faut un cadeau bien emballé avec plusieurs... comment on appelle ça? Du ruban adhésif, plusieurs papiers. OK, en il tout faut cas. vraiment qu'il soit pas évident à ouvrir. Exactement. C'est ça le but. Il faut un dé OK? et il faut des mitaines. D'accord. Tu vois un peu où que je m'en vais avec tout ça, non? Un peu. Donc, les joueurs sont placés en cercle et on se passe le dé. Quand on obtient un 6, eh bien, on peut mettre les mitaines puis on essaie de déballer le cadeau. Puis le but, à la fin, c'est celui qui déballe le cadeau. Il obtient le cadeau, évidemment. Et c'est toujours un cadeau fabuleux, comme nous avons ici Oui, ce matin. oui, à l'intérieur, en tout cas, je vous dirais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'est fabuleux. Et c'est ça, exactement. Puis le jeu se poursuit jusqu'à temps que quelqu'un arrive à le déballer. Mais le but, c'est drôle parce que essayer de déballer ça avec des mitaines, c'est pas super évident. Oui, j'avoue. Et dépendamment du cadeau et du taux d'intoxication de vos invités, oui. le résultat peut être Oui, vraiment, les enfants variable. vont être meilleurs que nous cette année. Là. Oui, C'est- oui, on les joue à ça. Les enfants, enfants, ils vont être dedans, puis... C'est vrai, Oui, c'est oui, vrai. oui. Mais on Donc, c'est un voudrait jeu pas, un peu comique et surtout avec un niveau de difficulté quand même agréable. Puis toujours agréable, tout le monde veut déballer des cadeaux, c'est pourquoi pas. Oui, exactement. Ah, OK. Et là, deuxième cadeau, deuxième jeu, on n'a pas besoin d'avoir un cadeau. En fait, chaque personne, au début de la soirée, on peut leur faire écrire sur un petit bout de carton 2 vérités et un mensonge. Puis on met tous les papiers ensemble. Ensuite, on pige un papier. Par exemple, j'ai déjà rencontré Guy Lafleur, j'ai déjà sauté en parachute ou j'ai déjà mangé de la pieuvre. Qui a écrit ça et quel est le mensonge? Oh, les détecteurs de mensonges. Donc, Ouais. moi, je dis que tu as sauté en parachute et que tu as rencontré Guy Lafleur. Donc, je n'ai jamais mangé de la pieuvre? Non. C'est faux. Ah! J'ai jamais sauté en parachute, donc en fait, tu marques pas le point. Mais qui tu penses qui a écrit ça? Dan, en arrière. Non, c'est moi. C'est moi. toi? Donc, t'as pas de point non plus. Ah, j'ai pas de point non plus. Donc, Ah. 0 point. Mais si t'avais réussi les deux, ben, t'aurais eu 2 points. Puis on peut jouer en équipe, on peut en... Puis les points, on peut les attribuer en shooter, en gâteau, Ah oui, en c'est ça. bûche T'as de le droit Noël. à un morceau de gâteau de plus. T'as le droit... ben oui, sans Voilà. problème. Bonne idée. Voilà. Tous les moyens de paiement sont acceptés. Pour le troisième jeu, c'est le Publisac en folie. Donc, Oh. il faut une pile de Publisac ou de circulaires. Qui ne devrait pas être difficile à trouver sur le territoire lavallois. Non, effectivement. Donc, on met ça au centre de la pièce. Il D'accord. va y avoir un meneur de jeu qui va dire... qui va essayer, en fait, de trouver
de faire trouver aux personnes un objet en particulier. Donc, qui fait comme une histoire et qui raconte quelque chose. Puis les personnes doivent essayer de trouver justement l'objet en question parmi les circulaires. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui essayent de s'arracher toutes les circulaires, ce qui fait en sorte que les images, des fois, ils sont pas 100 intactes. Mais par contre, il faut qu'admettons, si on cherche une pomme, il faut que la pomme soit là en entier pour avoir le point. OK. Puis, on va trouver des talents cachés dans la famille. On a sûrement une couponneuse excellente qui va oui. nous décortiquer ça. Qui Puis sait on va trouver, exactement. hey, ma tante Huguette, elle est pas mal bonne, hein? Ben oui, la personne qui sait exactement où se trouvent les mouchoirs dans le circulaire, évidemment. Voilà. Parfait. On y va avec un autre qui s'appelle le chef de la bande. Le chef de la bande. Et oui, donc encore une fois, on est placé en cercle et il n'y a aucun matériel pour ça ici. Ça me rappelle mon enfance, ce jeu-là. Je t'explique pourquoi. Il y a un joueur qui va sortir de la pièce et qui devient comme l'enquêteur. OK. Les autres joueurs, en cachette, vont décider qui va être le chef de la bande. Puis le chef de la bande, en fait, il faut imiter tous ses gestes. Donc, par exemple, tu es le chef de la bande, eh bien, si tu tapes des mains, tout le monde doit commencer à taper des mains. Si, en fait, tu sors la langue, tout le monde doit sortir la langue. Évidemment, si tu fais ça comme ça ici, moi aussi, je dois faire ça. Donc là, l'enquêteur revient et il doit essayer de deviner qui est le chef de la bande, ce qui n'est pas tout le temps évident, puisque c'est moi. On est en cercle, donc tout le monde, en tout cas. Fait que ça fait assez cocasse. Puis s'il réussit à deviner qui est le chef de la bande, eh bien évidemment, il reprend la place dans le cercle et quelqu'un d'autre devient l'enquêteur. Devient l'enquêteur en chef. Oui, exactement. Parfait. Et le dernier, mais pas le moindre. Non. Ah. En fait, ça, c'est un jeu qu'on peut jouer tout au long de la soirée. Donc, c'est ce qui est agréable, puisqu'on peut jouer pendant le souper, en déballant les cadeaux, vraiment à tous les moments. Donc, en fait, si vous avez 10 invités, vous devez préparer 30 cartons contenant 30 mots différents par carton. Vous donnez 3 cartons à vos invités. Donc, je vais donner 3 cartons. D'accord. Je ne regarde pas tes cartons, moi non plus. Moi, est-ce que je peux les regarder? Oui, tu regardes tes cartons, puis j'essaie de faire deviner les mots que j'ai sur mes cartons. Mais il faut que ça soit subtil. Là, je regarde mes cartons, mais pendant la soirée, mes cartons sont rangés. Là, mettons, on jase. Puis je te dis, ah oui, c'est quoi déjà ta couleur préférée? Il me semble que c'est spécial. Moi, j'aime beaucoup argent. Ben non! Non, c'est ça? Ben oui! Fait que là, j'ai un papier argent que Fait je que vais là, remettre. tu me fais faire Là, c'est une pas bon, là. bêtise Mais c'est ou parce tu que gagnes là- un shooter? Oui, ça pourrait être ça. Mais là, en fait, parce que tu as 4 cartons. Ouais. Puis le but, c'est d'avoir 0 carton. Ah, faut que je les repasse. Fait que là, Ouais. plus tard dans la soirée, je pourrais aller voir... écoute, Jean-Marc, écoute, t'en fais beaucoup du bidou? Ouais, c'est ça. OK. Puis il va dire, oui, je fais beaucoup d'argent, puis ça se peut. Puis là, je vais faire, je viens de t'avoir. Puis le but, c'est Je viens de d'avoir me 0 débarrasser. carton, puis... OK, puis écoute, moi, mis à part Noël, c'est quoi ta fête préférée? Ben Noël, ça va vraiment au sommet, mais après, je dirais que c'est... Des petites fêtes sucrées? Ah oui, le Ouais. Pâques, là, avec le Pâques. chocolat. Voilà, ma chère, Oui. et voilà. Oh non! J'avais oublié, en plus! Mais oui, c'est bon, bien Donc, joué. imaginez le plaisir en famille, en groupe. Et puis, pour la période des fêtes, qu'est-ce qui s'enligne pour toi? Tu t'en vas vers des nouveaux projets, chercher des nouvelles idées pour nous revenir l'année prochaine. Exactement, ça, c'est sûr, oui. Parfait. Bien, écoute, Audrey, un gros merci. Merci. Et puis, on remercie les gens à la maison. On va aller voir une petite chronique de Jean-Jacques Lapierre avec son invité cette semaine. Et nous serons de retour après ceci. Salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai une dame qui fait rayonner la culture à Laval. Elle est femme de plume, femme de parole, elle est poète, animatrice, journaliste, productrice. Et moi, je rajoute aussi qu'elle est humaniste et historienne. Nancy Lange, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Bonjour, Monsieur Lapierre. C'est un plaisir pour moi d'être ici aussi. Nancy, quand on arrive à faire toutes ces choses-là, quelle démarche qu'on a faite pour arriver à ça? Bien, moi, vous avez dit le mot historienne, là. Je suis intéressée par l'histoire, mais je me situerais pas comme historienne Non. parce qu'il y a des gens qui sont des vrais historiens. D'accord. Mais j'intègre souvent une dimension historique dans mon Absolument. travail. Moi, je suis d'abord auteure, poète. J'ai fait des études à l'université en lettres. Puis par la suite, j'ai travaillé dans toutes sortes de domaines, mais j'ai toujours écrit. Et puis, pendant longtemps, je travaillais à temps plein à faire autre chose et j'écrivais dans ce que j'appelais du temps volé. Et puis, j'ai quand même commencé à publier alors que je travaillais encore
j'avais encore un emploi à temps plein. Puis à un moment donné, j'ai décidé de consacrer tout mon temps à l'écriture. Entièrement. Entièrement. Ça fait déjà plusieurs années, là. Je ne sais plus combien exactement, peut-être. Est-ce que la poésie vous a intéressé davantage que le journalisme ou l'animation, par exemple? Est-ce que c'était tout d'un paquet ou bien si si vous avez commencé par faire de l'animation, ensuite du journalisme, ensuite de la poésie? J'ai commencé par travailler avec des artistes en art visuel. Mais non, c'est pas vrai. J'ai commencé par écrire de la poésie, moi, depuis toujours. Je pense que c'est un état d'esprit. Être poète, être auteur. On est toujours en train de noter des moments particuliers. Les coïncidences nous frappent. C'est comme, tu sais, dans les tableaux de clair-obscur, l'espèce de petit rayon qui tombe et qui met un objet en lumière. Mais pour moi, la poésie, c'est ça. C'est comme un éclairage qui met en relief un moment particulier. C'est ça, la poésie. D'ailleurs, vous avez déjà écrit 13 volumes, je crois. Oui, j'ai publié 13 livres dans différentes maisons d'édition, principalement aux Écrits des Forges, où j'ai commencé à publier. J'ai publié aussi un livre d'art, photos et poésie chez Marcel Broquet. Et vous l'avez titré comment, ce livre? Les Cantiques de l'eau. C'est le volume ici que l'on présente ici sur la table, non? Oui, c'est le livre ici, là. Oui. Alors... Voulez-vous l'avoir? Oui, bon, on peut le montrer, Voilà. Alors, voici, c'est Les Cantiques de l'eau. Alors, c'est un beau livre actuellement. Et est-ce qu'il est encore sur le marché? Je ne sais pas s'il en reste. Je ne suis pas certaine qu'il en reste. Peut-être. Mais c'est une véritable œuvre d'art. Tu sais. Vous y tenez beaucoup à ce livre-là. Bien, les pièces, en tout cas, qui sont à l'origine de ce livre-là, existent toujours au Centre d'interprétation de l'eau. Oui. C'était d'abord une collaboration photographie et poésie pour créer des œuvres en grand format, plexiglas. Et moi, je travaille beaucoup à défendre l'environnement, la protection de l'environnement. Alors, j'ai fait beaucoup de projets autour de l'eau. Mon dernier projet en date, enfin, le dernier à avoir été présenté, puis mon dernier livre, c'est Traduire les lieux. C'est un projet qui, au départ, avait été pensé pour les 50 ans de Laval. Et c'était un projet exposition photo et texte prise dans différents quartiers. Je voulais présenter la ville de Laval comme un lieu d'inspiration pour une poète et pour un photographe. Et c'est un livre qui mêle l'histoire des lieux, l'histoire aussi de mes parents qui ont vécu à Laval et de mes grands-parents dans les Laurentides. Donc, Laval, qui était un lien entre Montréal et le nord. Hein, c'était la route vers le nord. Et aussi ma vie à moi. Alors, donc, c'est un mélange de tout ça. Il y a un texte en prose et un texte en poésie pour chacun des lieux. Maintenant, vous avez été publié un petit peu partout dans le monde. Vous êtes connu internationalement maintenant. Bien, j'ai été publiée au Québec, puis j'ai été publiée aussi au Mexique et au Japon. Au Chili, vous n'avez pas eu quelque chose au Chili non plus? J'ai fait des tournées, parce que moi, je fais beaucoup mon travail en spectacle aussi. Alors, j'ai présenté mon travail sur scène en collaboration avec des musiciens ou des gens en art visuel, ou les deux. À plein d'endroits, au Japon, en tournée au Chili, en tournée jusque sur l'île de Pâques, d'ailleurs. Sur l'île de Pâques? Ah bon? Oui. On se refuse rien, quoi. Et puis aussi au Mexique. D'ailleurs, mon éditeur, j'ai un livre qui a été publié au Mexique par les éditions Mantis. Quand vous faites un spectacle, en quoi consiste votre spectacle? Bien, ils ne sont pas tous pareils, là, mais souvent, c'est tous les textes du livre ou une partie des textes que je vais réciter, parfois en mouvement, parfois en me déplaçant.
quand il y a de la projection d'images, souvent j'interagis avec les images. OK. Il y a un travail avec l'ombre où l'image est en décalage du texte. Quand c'est possible, j'aime beaucoup travailler avec des musiciens qui font la musique sur scène, qui créent la musique sur scène à mesure du spectacle. Ça demande une écoute mutuelle et on se répond. Ça donne des choses très belles. On vient de faire un spectacle comme ça pour l'Association hispanophone de Laval. J'ai travaillé avec une poète d'origine chilienne, lavalloise, qui s'appelle Aspasia Vorlitsky. Et on a fait ensemble un spectacle avec le guitariste Guillaume Soucy. Ça a été présenté dans le cadre de la semaine de la diversité culturelle au Centre Saint-Joseph. Alors, il y a toutes sortes de choses. C'est pas toujours pareil. Des fois, moi, je suis aussi traductrice littéraire. Alors, des fois, je vais intégrer plusieurs langues quand je fais un spectacle, surtout quand je les présente à l'extérieur. Madame Lange, je suis très reconnue à Laval, et moi, je suis bien contente que vous fassiez rayonner Laval de cette façon. Vous êtes une dame polyvalente, extraordinaire. Alors, vous savez, on va avoir l'occasion de se revoir bientôt parce que je crois que vous allez avoir des activités très importantes et puis nous allons avoir le plaisir de vous inviter. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je pense que nos auditeurs vont être fiers de vous connaître davantage. Merci pour votre implication, M. Lapierre, puis je vous souhaite des très belles fêtes. Et à vous aussi également. Au plaisir. Cette semaine, Alex Hadot, courtier immobilier chez Remax 2001. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ça va bien, ça va bien. Alors, on continue dans la veine de... On a fait une offre d'achat, mais on est dans le processus de faire une offre d'achat. On a compris que c'est un contrat légal qui est très, très, très solide. Donc, il y a un certain chemin à prendre pour se protéger et bien être représenté. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de, justement, dans ces méandres-là. Doit-on obligatoirement faire inspecter la maison? Super important, Stéphane. C'est la base. Oui, ça c'est la base. Okay. J'ai beaucoup d'acheteurs qui arrivent des fois et qui me disent... Inspecter, check. Super important. Ils arrivent et me disent, je vais négocier le prix puis je vais pas la faire inspecter. Non, négociez pas le prix. Faites-la inspecter. On sait jamais des fois pour 500$, 600$, pour inspecter un immeuble ou une maison. Non. Erreur numéro 1. Numéro 1. All right. Par la suite, le lot, le terrain. Oui. Il faut le faire mesurer. Qui est-ce qui s'occupe de ça? L'arpenteur géomètre, super important. C'est les obligations du vendeur, évidemment. Ça, c'est le vendeur qui s'occupe de ça. C'est le vendeur qui s'en Mais occupe. parle-moi-en quand même. C'est important qu'on connaisse le processus. C'est ça. Je vous dirais, il y a des vendeurs, eux autres, ce qu'ils font, c'est que dans la négociation, ils peuvent vous le glisser dans l'offre d'achat et dire c'est l'acheteur qui va payer pour le certificat de localisation. Il y a moyen de s'en faire passer, là. Oui, il y a moyen de s'en faire passer. Fait que dites non. Tout le temps, tout le temps. C'est écrit dans la clause 10, je crois, de l'offre d'achat. Tout le temps, c'est la responsabilité du vendeur. Okay. La clause 10.1, excusez-moi. Fait que c'est la responsabilité du vendeur d'émettre un titre pouvant le garantir et pouvant, dans le fond, montrant l'exactitude des lieux, là. OK. Donc, l'inspection, c'est pour s'assurer que la maison, il n'y a pas de souci. L'arpenteur géomètre, pour s'assurer que, bon, le terrain que j'achète qui est bien à moi, puis c'est bien ces dimensions-là et cet endroit-là. Il n'est pas la moitié au voisin, la moitié au Hydro-Québec, puis la moitié à Belle, là. On n'a pas de surprise, là. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas de surprise. Par la suite, exemple, vis caché. C'est un terme qu'on entend souvent, ça sonne gros, ça sonne vilain presque. Ouais. Ça peut causer de vilaines surprises. Qu'est-ce qu'un vis caché, puis comment prévenir ça? Vis caché, super important dans le fond, c'est que bien faire vos vérifications diligentes lors de l'inspection en bâtiment. C'est sûr qu'un vis caché, ce qu'elle veut dire au sens de la loi, c'est le vendeur, connaissant la problématique, a décidé de vous le cacher. La dissimuler. Il a décidé de vous la dissimuler, puis vous l'avez découvert après avoir acheté la maison. OK. Qu'est-ce qui fait la différence entre un vis caché et tout simplement... Écoutez, il y avait une craque dans la fondation, on s'en est pas rendu compte sur le fait dans l'inspection, c'était plutôt petit ou whatever. Et là, comment je fais pour prouver si c'est un vis caché, si c'est une malveillance? C'est un vis apparent, dans le fond. C'est un vis apparent. C'est bien ça. Là, c'est parce que... Là, il y a une nuance. Il y a une nuance. Comment je fais pour prouver le vis apparent, c'est parce que vous allez pouvoir le négocier puis être en connaissance de cause. Tandis qu'un vis caché, si vous le découvrez après avoir acheté la maison, vous ne l'auriez pas acheté au même prix que vous l'avez acheté. Donc, le vis caché est toujours perçu comme de mauvaise foi. Ça peut pas être une surprise de la personne qui vend, de dire « Ah, je savais pas que c'était craqué. Ah, je savais pas que le toit de quoi était dû. » Mais attention, il faut que l'acheteur puisse prouver en cours
qui l'a caché, le vendeur. Oui, comment on fait ça? Bien, ça, c'est de réunir les preuves, faire venir les différents experts, puis prouver comme quoi que si, mettons, vous étiez en connaissance de cause, vous ne l'auriez jamais acheté à ce prix-là, vous l'auriez acheté pas mal moins cher. Ben oui, ou je ne l'aurais pas acheté du tout. Vous ne l'auriez pas acheté du tout dépendant de la gravité du problème. Là. Et puis, parlant de recours en vice caché, justement, exemple, on a fait une offre d'achat, la maison, c'est tout nouveau, tout beau, puis écoute, 6 mois après, je me rends compte, écoute, la plomberie, c'est pas ça, là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas tout à fait normal ou de quoi. Bon, prouver un vice caché, etc. Les recours, c'est avec qui? Comment ça marche? Mais comment ça fonctionne, c'est que le premier 10 jours, il faut envoyer... Bien, il faut appeler le vendeur, c'est sûr. Ouais. Si le vendeur, il veut rien savoir, vous envoyez une lettre qui s'appelle une mise en demeure. Donc, on ne connecte pas avec, exemple, le courtier. Non, c'est ça. La transaction, une fois terminée, c'est plus le courtier. Vous contactez le courtier, vous en informez de la situation, il va pouvoir vous guider. D'accord. Moi, en ce moment, ce que je suis en train de dire, c'est de vous expliquer la procédure, comment ça fonctionne. Vous contactez le courtier va pouvoir vous guider. Mais la première affaire aussi, ce qui est important de savoir, c'est d'en informer le vendeur. Oui. Puis laisser un délai pour répondre et réparer. S'il ne veut pas réparer, bien là, ce que vous faites, c'est que vous la réparez, puis vous y envoyez la facture, vous y laissez un autre délai. Si ça ne fonctionne pas après, bien, c'est là que vous vous dirigez vers les tribunaux. OK. Donc, endroit qu'on ne veut pas nécessairement aller. Non, c'est sûr. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Stéphanie, hein? Non. Le meilleur jugement, c'est un jugement hors cours. Ah, voilà. Voilà. Tout le temps, essayez de négocier ça à l'amiable. OK. Et puis, qu'est-ce qui est souvent négligé par les premiers acheteurs? Qu'est-ce qui est souvent « Ah, je pensais pas qu'il fallait faire ça. Ah, je savais pas. » Tu sais, c'est quoi les grandes surprises du parcours d'un premier acheteur que tu arrives, tu sais, OK, toi, tu es au courant, mais les gens font tout le temps « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Ce que je vois régulièrement, c'est, la plupart du temps, c'est des premiers acheteurs qui achètent une propriété où le sous-sol n'est pas fini, le terrassement n'est pas fini. Fait qu'eux autres, ils pensent qu'ils vont pouvoir faire ça. Je vous donne un exemple, pour 10 000 $. Finalement, ils s'en sortent pas à 10 000 $. Ça leur coûte 15, 20, 25 000 $. Donc, on se met dans l'embarras de cette façon. On se met dans l'embarras, ouais. Bien faire vos calculs, bien faire vos estimations, faire venir les professionnels dans le fond qui... Donc, si on veut acheter une maison, on la C'est fait ça. inspecter et tout semble correct. J'aimerais ça refaire la cuisine, exemple. Faites venir un professionnel, Venir faites une déjà soumission. une C'est soumission, bien comme ça. si j'étais déjà propriétaire, C'est bien pour ça. savoir à quoi m'en tenir. C'est ça. Mettez ça dans votre offre d'achat. L'acheteur pourra faire une soumission avant l'acte notarié. Ça, c'est juste Donc, ça fait partie des conditions de l'offre Ça fait d'achat. partie des conditions de l'offre d'achat, c'est bien ça. Parfait. Bien, écoute, un gros merci, Alex. Encore une ça fois, me fait tes plaisir. lumières sont bienvenues. fait Donc, plaisir. pour les gens à la maison qui ont des questions ou quoi que ce soit, info@tvrl.ca ou tout simplement contacter courtier immobilier Alex Hadou chez Remax 2001. Merci. Allons voir un petit reportage de Cybèle Olivier à la microbrasserie Les Insulaires. De retour tout de suite après. Plusieurs producteurs de bière au Québec pensent qu'on est sur le point d'atteindre un marché de saturation au niveau des microbrasseries. Avec plus de 200 microbrasseries au Québec, on se demande comment nos producteurs peuvent encore se démarquer dans le marché. Et pour en parler aujourd'hui, je rencontre la propriétaire de la microbrasserie Les Insulaires, qui est une nouvelle microbrasserie à Laval, mais qui est également la seule. Et je vais m'entretenir avec Marilène Barral, qui est aussi la fondatrice du Festival de bière de Laval. Mais là, en fait, moi, je m'informais un peu à savoir, on sait que dans le marché de la bière, il y en a de plus en plus, des microbrasseries. Puis je me demandais, est-ce que toi, ton copain, vous avez remarqué ça, cette effervescence-là de microbrasserie? Ben oui, c'est ça. Moi aussi, j'organise le Festival des bières de Laval. Fait que on voit aussi qu'il y a vraiment un engouement, puis il y a de plus en plus de microbrasseries un peu partout au Québec. Mais il n'y en avait pas encore à Laval de brasserie artisanale québécoise. Donc, c'est la raison pourquoi on s'est dit, pourquoi pas, on devrait lancer la première brasserie artisanale québécoise sur notre territoire ici, vu qu'on est lavallois depuis maintenant pratiquement 10 ans. Fait qu'on voulait s'impliquer dans la communauté, puis on voulait promouvoir aussi les produits de Guillaume, parce que Guillaume, il brasse maison depuis plusieurs années. Puis on a décidé de se lancer dans cette aventure-là, dans le fond. Et qu'est-ce qui fait justement que vous réussissez à vous démarquer parmi les 200 quelques microbrasseries qu'on voit au Québec? Bien, dans le fond, je pense qu'on se démarque aussi par l'emplacement. Comme je dis, à Laval, il n'y en a pas. Aussi, également, bien, j'ai créé
un univers un peu ici. Je voulais que ce soit un bar de quartier. C'est pas dans les grands centres, c'est pas dans le centre-ville de Laval. Donc, j'invitais vraiment les gens de quartier à venir ici. Puis, comme vous pouvez le voir ici, bien, c'est un peu une ambiance vintage. On voulait aller avec quelque chose de très tropical. On a beaucoup de plantes, une ambiance un peu beer garden. Donc, c'est un petit peu là-dedans qu'on a voulu créer une ambiance très chaleureuse. Puis, à l'image des insulaires. Pourquoi les insulaires? Beaucoup de gens nous le demandent. Bien, c'est un peu ironique. C'est un peu pour dire habitants d'une île, habitants de l'île de Laval. Donc, assumer notre côté insulaire. Donc, c'est un peu la raison là, du nom. Là, puis le décor qu'on a choisi en conséquence. Bien, justement, ce décor-là, ça fait un peu tendance 2018, comme on dirait Instagrammable, donc tout ce qui va être réseaux sociaux. Est-ce que vous vous êtes inspiré de tout ça pour justement créer votre décor? Oui, bien c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le vintage, donc je trouvais ça intéressant aussi de récupérer des meubles puis de les remettre en les peinturant, les remettre au goût du jour. Donc, ça encourage aussi d'une certaine façon le développement durable en même temps. Puis, c'est sûr qu'on a voulu créer un univers où les gens puissent se sentir bien puis prendre des photos puis que, oui, ça soit diffusé sur les médias sociaux. C'est sûr que maintenant, plus qu'on a de la publicité, mieux c'est pour nous. Là. Donc, c'est une façon aussi d'une certaine publicité. Est-ce que vous comptez également vendre vos produits à l'extérieur de la microbrasserie? Parce que présentement, vous les avez, vous les brassez ici sur place. Avez-vous comme projet de les exporter? Bien, présentement, nous, le permis qu'on a, c'est un permis de brasserie artisanale. Donc, c'est vraiment pour consommation sur place. On ne pense pas embouteiller. Puis, de toute façon, le permis ne nous permet pas de vendre nos produits à l'extérieur d'ici. Mais peut-être éventuellement qu'on va avoir une encanneuse manuelle ici puis que les gens vont pouvoir acheter sur place des bières pour emporter. Mais ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas pour tout de suite, dans le fond, éventuellement peut-être. Mettons qu'on parle de tendances de bière ces temps-ci. Bon, là, il y a Noël qui arrive et tout ça. Ce serait quoi les tendances qu'on remarque surtout ces temps-ci? Ah ben ça dépend. Il y a toutes sortes de bières. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... En ce moment, il y a beaucoup de sour aussi qu'on voit là, de plus en plus. Là. Mais ça fait quand même un petit bout de temps. C'est sûr que toutes des bières aussi avec des levures sauvages, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus également. Des bières qui sont travaillées en fût de chêne aussi. Nous autres, on a acheté des barils de fût de chêne. Éventuellement, on va avoir des produits comme ça. Là, on n'a pas eu le temps parce que là, présentement, on a juste 5 de nos produits. Mais éventuellement, on risque d'en avoir une douzaine. Donc, on a 24 lignes de fûts. Les autres fûts, c'est tous des fûts invités de microbrasseries québécoises. Nous, c'est vraiment faire la promotion des microbrasseries d'un peu partout au Québec. Ces microbrasseries-là vont changer au fil du temps. Donc, les gens qui vont venir ici vont découvrir des nouveaux produits. À chaque fois qu'ils vont venir, il va y avoir des changements là, au niveau du menu des bières. Là. Et c'est ce que vous essayez de faire, dans le fond, c'est de créer cette diversité-là avec votre public. Est-ce que vous avez déjà eu des commentaires ou des compliments par rapport à ça? Bien, les gens, on a eu des bons commentaires sur les bières d'ici, les bières brassées sur place. Puis aussi sur la variété de nos bières. Aussi le fait qu'on a vraiment été avec des bières de toutes sortes de bières pour en avoir un peu pour tous les goûts. Là. Donc, autant le beer geek, la personne qui se connaît beaucoup en bière, va avoir du plaisir qu'un monsieur qui se connaît moins, qui est habitué de boire sa petite blonde très légère, bien, on a une lager en conséquence, puis il va pouvoir aimer la bière également. Fait qu'on veut vraiment avoir une variété de bières pour tous les goûts. Là, et vous, Marlène, c'est quoi votre bière préférée ici, celle que vous avez concoctée? C'est laquelle votre préférée? Puis c'est quoi son nom? Bien, la bière de Guillaume qui a fait la New England IPA, la Dérive, je la trouve super bonne. C'est une bière qui est très tropicale, ça se voit super bien. Je dirais que c'est la bière préférée qu'il a fait jusqu'à présent. Et justement, l'histoire des insulaires, ça a commencé comment? Bien, c'est un projet de longue date qu'on a. Là. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On est un couple à la base. Puis, ça fait longtemps qu'on y pensait, mais c'est sûr qu'avec le Festival des bières, bien, on s'est fait vraiment des connaissances dans le milieu également. Fait que c'était un projet qu'on avait depuis, je dirais, on a travaillé sur le projet plus concrètement depuis 1 an et demi. Puis, c'était plus, on devait trouver l'emplacement. Donc, quand on a trouvé l'emplacement ici, bien, c'est comme ça que le projet a déboulé plus rapidement. C'est sûr qu'on voulait un espace qui soit assez grand. Ici, c'est 5000 pieds carrés. On a 130 places assises. Un espace pour la brasserie. Fait que c'était ça un petit peu le défi de trouver un emplacement comme ça à Laval. Et est-ce que vous avez un spécialiste ou c'est vous-même qui vous occupez de conseiller les gens avec les bières? Parce que vous vendez aussi de la nourriture également ici. Oui. Bien, dans le fond, c'est sûr qu'on a une équipe de serveurs. Moi, en tant que tel, je fais pas beaucoup de services, mais on est allé chercher des gens qui se connaissent quand même beaucoup dans la bière. Guillaume, il en fait aussi un peu de service. Puis Guillaume, il se connaît beaucoup, fait qu'il peut bien conseiller les gens. Moi, je m'y connais, mais je suis pas une pro, là. Mais je suis capable de décrire les bières, mais la meilleure façon que je peux le faire, là, mais je suis pas une professionnelle là-dedans, là.
souvent, on dit aussi que, justement, quand on paye pour la microbrasserie, on paye pour une bière qui est savoureuse, qui est travaillée. Et quand on paye plutôt une bière qui est commerciale, on va avoir moins de goût. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ça dépend, tu sais. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts aussi, là, tu sais. Je comprends des gens qui aiment des bières des bières commerciales, qui ont des blondes, qui sont faciles à boire, très pintables, mais il y en a aussi beaucoup dans la microbrasserie maintenant. Les gens, des fois, on pense que la microbrasserie, c'est des bières, des fois, qui sont très lourdes ou quoi que ce soit, mais il y a des bières qui sont très faciles à boire aussi, là. Il y en a de toutes les sortes, là, tu sais. Ça dépend vraiment. Mais je dirais que la grosse différence, c'est qu'on encourage une entreprise locale. Tu sais, on parle beaucoup maintenant d'encourager tout ce qui se fait au Québec. Bien, en consommant des bières de microbrasserie, c'est un petit peu ça qu'on fait aussi, là. Oui, bien, ça répond à toutes mes questions. Oui, bien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je vous souhaite bonne continuité dans votre micro. Bien, merci beaucoup d'être présent. Merci. C'est ce qui met fin à Info TV Laval de cette semaine. Passez de joyeuses fêtes. Si vous avez les yeux rouges, le nez rougi, prenez pas de chance, appelez Nez Rouge. D'ici là, en bon français, virevolte l'adipeuse au creux du buffet Louis XV, pour ne pas dire soigne la maquette dans le fond de la boîte à bois. Joyeuses fêtes, bonne année 2019. On se revoit la saison prochaine. Merci.